BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Stéphane Pedrazzi. La reprise dans le secteur aérien avec notamment une forte demande pour les compagnies aériennes pendant la période estivale. Les incertitudes restent nombreuses malgré tout sur le front sanitaire évidemment. Le trafic en pratique est loin d'avoir retrouvé ses niveaux d'avant la crise. On va en parler avec Bertrand Villemer, PDG du groupe ICAR, ancien vice-président d'Arianespace. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord un mot sur l'état de la reprise dans le secteur aérien. ADP a publié ce matin les chiffres de trafic pour le mois de juin. 2,2 millions de passagers supplémentaires par rapport à juin 2020. On était à 700 000 à l'époque. Mais alors, on est loin d'avoir rattrapé tout le retard de la crise. On est seulement à 25% du trafic à Charles de Gaulle. Oui, Charles de Gaulle, mais si vous prenez l'indicateur d'une structure qui compte les vols annuels ou les vols quotidiens, qui s'appelle Flightradar, on est à plus de 200 ou 250 000 vols par jour sur la planète. Alors ça ne veut pas dire que les avions sont pleins, et c'est pratiquement le niveau de décembre 2019. Entre décembre 2019 et juin 2021, ce n'est pas tout à fait le même type de trafic, mais quand même c'est un signal fort. C'est une reprise plus dynamique que ce qu'on espérait? Alors c'est une reprise qui est déjà là en Chine, puisqu'ils ont actuellement sur les vols domestiques, ils ont les chiffres d'avant la crise, et c'est une reprise qui est déjà là aux États-Unis, qui se rapproche des chiffres d'avant la crise. En Europe, les choses sont un peu plus longues à venir. Alors c'est une reprise à deux vitesses, puisqu'évidemment, il est encore difficile de voyager en dehors des frontières européennes. Oui, il y a une vraie différence entre le long courrier et le court courrier. C'est clair, le court courrier au niveau de l'Europe repart avec une politique d'offres extrêmement importante. À titre d'exemple, Air France va ouvrir une vingtaine de sites et d'aéroports en Grèce. À Gay, c'est le cas. Avec Transavia, bien sûr, il y a des ouvertures de nouvelles lignes dans les destinations du soleil pour les étés, et pour l'été, pardon. Et donc, il y a une vraie concurrence de l'offre qui actuellement est en train de se positionner. Les touristes sont revenus dans les avions. Qu'est-ce qu'il en est de la clientèle d'affaires? La clientèle d'affaires, pour l'instant, c'est un peu au point mort, puisque récemment, les Air France sur la partie transatlantique a du mal à repartir. Et la clientèle court courrier est tellement importante et les compagnies veulent tellement être prêtes si ça repart qu'elles mettent en place des lignes, même s'il faut les annuler. Donc, et la deuxième conséquence, c'est qu'ils ne vont pas hésiter. Lufthansa n'hésite pas à mettre en place des gros porteurs pour faire 3 heures de vol. Par exemple, entre l'Allemagne et Palma, ils ont mis un 747 en offre pour ne pas rater les clients. Ouais. Est-ce que les grandes compagnies traditionnelles vont devoir s'adapter? Celles qui avaient misé sur la clientèle d'affaires, je pense à Air France, à British Airways. Elles s'adaptent actuellement, justement, en mettant à disposition, Air France l'a précisé il n'y a pas longtemps, en mettant, s'il le fallait, un 777 pour aller au Maroc. Ce n'est pas franchement la destination préférée de ce genre d'appareil. Et donc, les compagnies vont s'adapter en mettant des gros porteurs sur des longs courriers sur des vols courts courriers ou moyens courriers. Vous étiez venu sur ce plateau au début de la crise sanitaire. On se disait que la crise allait peut-être redistribuer les cartes avec un risque de disparition de certaines compagnies. Il y a eu énormément d'interventions des gouvernements en France, en Allemagne, notamment en Italie plus récemment. Pour autant, est-ce qu'on est sorti de la zone de danger pour ces compagnies traditionnelles? Les compagnies vont devoir rembourser leurs dettes. Et là, bien sûr, les choses vont peut-être se compliquer un petit peu. Mais sinon, c'est vrai que lors de cette crise, il y a peu de disparition de compagnies majeures dans le monde. Est-ce que vous pensez toujours que les low-cost vont sortir renforcés de cette crise? Ça, l'avenir nous le dira. Transavia va multiplier, avec l'accord des syndicats, le nombre d'avions en France par 3, passer de 40 à 120. Donc l'offre low-cost française va bien progresser. Ça va faire bien sûr une concurrence à EasyJet et Ryanair. Et il y a Volotea qui est une compagnie espagnole qui est en train d'ouvrir une liaison à Lyon. Ça fait sa 6e en France. Donc il y a une vraie concurrence qui est en train de se positionner avec éventuellement même des créations de compagnies qui vont sur ces slots. On a vu en tout cas un signe encourageant depuis quelques semaines, c'est le retour des investissements dans le secteur aérien. Vous parliez d'Air France qui va acheter de nouveaux avions pour Transavia et aussi pour KLM, 160 appareils. Ryanair va recruter 2000 pilotes. Tout ça, c'est un faisceau d'indices qui nous montre que les choses sont en train de s'améliorer. Oui, tout à fait. Il y a aussi les chiffres d'Airbus en termes de livraison, puisque
comme vous le savez, ils ont livré 566 avions en 2020, qui était vraiment un point bas et qui voulaient tenir. Et leur objectif, c'était de faire la même chose en 2021. L'objectif, il est atteint. D'ores et déjà, il sera même dépassé. Donc, de ce point de vue-là, c'est comme un indicateur fort sur les livraisons des appareils. L'actualité, c'est aussi le paquet climat de la Commission européenne, avec notamment des contraintes pour les compagnies aériennes. On parle de la taxation du kérosène sur les vols intra-européens. Comment est-ce qu'elles vont s'adapter ? Tout est un problème d'harmonisation de ces mesures. Le cadencement de la reprise va être contraint par les contraintes vaccinales, le prix d'un test PCR. Si c'est 90 € et que le billet coûte 120, il est clair que ça va poser des problèmes. Et puis l'organisation dans les aéroports. Parce que le pass vaccinal, le passeport, etc., tout ça, c'est quelque chose qu'il va falloir traiter. Et s'il y a un afflux de passagers, eh bien, ce sera autant de contraintes à gérer. Est-ce que c'était le moment de durcir la réglementation environnementale pour les compagnies aériennes ? Certains journaux anglais parlent d'un nail in the coffin, un clou dans le cercueil. Alors, l'aérien, c'est, tout aérien confondu, c'est 2,5% des émissions carbone. Donc, c'est beaucoup, mais c'est quand même c'est peu en même temps. C'est moins, par exemple, que le streaming vidéo. Et Airbus, pour ne parler que d'eux, est très en avance là-dessus, puisqu'ils ont prévu, comme vous le savez, la propulsion à hydrogène, mais sans attendre, puisque c'est 2035-2040, sans attendre, ils ont mis l'effort sur les carburants hybrides, les carburants synthétiques et les carburants qui sont issus qui ne sont pas carbonés, si je puis dire. L'actualité, c'est également, côté avionneur, vous l'avez dit, les prévisions encourageantes d'Airbus. Côté Boeing, c'est encore compliqué autour du 737. Hier, la FAA, l'administration fédérale de l'aviation américaine, a ordonné l'inspection de milliers de Boeing 737 pour déceler des risques de pressurisation. On a l'impression que c'est un chemin de croix. Cet appareil, il est très ancien et on ne connaît encore pas le nom du remplaçant. Enfin, le 737, il en est à sa 6e version. Ouais. Boeing a aussi beaucoup de problèmes avec le 787. Il y a eu des problèmes avec le 777. Donc il y a un vrai problème de contrôle qualité. Et au-delà de la crise du 737 MAX, où il y a eu vraiment, où les causes sont multiples, mais il y a un vrai problème de qualité actuellement chez Boeing, c'est clair. Mais concernant les produits, Airbus est beaucoup mieux positionné en termes de produits avec sa gamme A320, notamment la 321 XLR, qui va permettre de se passer des hubs et de rester sur du monocouloir. C'est un appareil qui a un coût de possession beaucoup plus faible. Voilà. Et là, c'est un vrai avantage par rapport à son concurrent préféré. Grosse actualité aussi dans le secteur spatial. Là, c'est vraiment votre secteur. Vous étiez vice-président d'Ariane Espace. La semaine dernière, vol réussi de Virgin Galactic avec Richard Branson. Mardi prochain, le vol de Jeff Bezos à bord de New Shepard. C'est une fin en soi, le tourisme spatial, ou c'est un moyen de financer le New Space ? Non, je crois que c'est un indicateur. C'est un indicateur de l'accès à l'espace. Un peu comme ce qui s'est passé dans le transport aérien au niveau de l'après-guerre, où c'était que des happy few, et puis petit à petit ça s'est démocratisé. Peut-être qu'on assiste à ces happy few en ce moment, avec des billets à 250 000 $, si j'ai bien compris. Et plusieurs millions de dollars sur le vol de Jeff Bezos. Voilà, exactement. Et peut-être que c'est le début d'une démocratisation de l'accès à l'espace. Même si les Américains considèrent que l'espace c'est 80 km, normalement c'est plutôt 100, donc c'est plutôt un aller-retour, il n'y a pas de mise en orbite. Donc, c'est un rêve fou ou ça peut devenir une réalité, le tourisme spatial ? À l'avenir, ce sera une réalité, je pense. C'est un rêve et une réalité. Maintenant, le tourisme spatial pour aller d'un point A à un point B, c'est quelque chose que Elon Musk a mis en place aussi, qu'il y pense, pour faire, je sais pas moi, Paris-Tokyo en 1 heure. Ouais. Ça, c'est possible avec des vols peut-être à Mach 5 ou voilà, exactement. Extrêmement rapide. Votre regard sur cette bataille de milliardaires dans la course à l'espace ? Je crois qu'on a affaire à des milliardaires qui ont un cœur de métier qui est extrêmement profitable. C'est le cas d'Amazon, maintenant qui est dans les médias. Vous voyez bien. Avec le football. Même avec le football, et pas seulement avec le football. Et donc, c'est le cas de Virgin Galactic. C'est un peu plus sérieux côté Elon Musk, quand même, si on peut passer l'expression. Parce que Elon Musk, il est quand même sur le créneau depuis longtemps. C'est un ingénieur qui croit vraiment au développement spatial, qui a pris d'énormes risques. Il a eu quand même des séries avec un taux de succès très faible au début, notamment pour la récupération. Il a insisté et il est sorti gagnant de ce challenge.
Comment se situe l'Europe? On est absent de ce New Space. L'Europe, elle a des orientations politiques concernant des grands programmes comme Galileo, comme Copernicus, comme la surveillance de la Terre. Elle n'est pas dans le tourisme spatial et elle n'est pas dans le vol habité. C'est un choix politique. Donc c'est moins médiatique, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est absent. Après, mais ça ne concerne que moi. Je considère que l'espace, c'est un domaine de passion, c'est un domaine qui fait rêver. Et envoyer quelqu'un dans l'espace avec ses propres moyens, c'est aussi un moyen de faire rêver. Et le rêve n'est pas exempt de toute ambition. Merci beaucoup Bertrand Willemer. Une dernière question peut-être. Vous avez acheté un billet pour être sur les prochains vols, peut-être sur Virgin Galactic? Pour l'instant, c'est pas dans mes moyens. Vous attendez la baisse de prix. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Ancien vice-président d'Ariane Espace et PDG du groupe ICAR.